bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public. Vous le savez, la promesse, elle est contenue dans le titre de l'émission, donner du sens à l'actualité, se mettre au service du public, vous proposer des clés de compréhension des crises que nous traversons avec au sommaire de ce 13 janvier, le mot de la semaine, suspension. François Bayrou va-t-il l'employer demain lors de sa déclaration de politique générale et remettre en question la seule réforme identifiée du second quinquennat Macron? La retraite à 64 ans avait été votée pour faire des économies dans une France déjà surendettée. Par quoi la remplacer sans aggraver nos 3300 milliards de dettes? Comment réagiront les LR, membres du gouvernement? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, direction Mayotte. Un mois après le cyclone Chido, une autre tempête tropicale vient de provoquer des dégâts supplémentaires et la mousson menace. Moi j'ai peur, on se demande, là c'est qu'on n'est qu'en milieu de saison de pluie là. Donc on ne sait pas, d'ici à février, mars, qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas. Une loi d'urgence, une loi spéciale pour Mayotte est examinée au Parlement. Comment reconstruire? Peut-on réussir sans s'attaquer à l'immigration clandestine qui déstabilise l'économie de l'archipel? Pourquoi le bilan des morts de Chido reste-t-il aussi incertain? Ne ratez pas l'analyse de nos experts, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, François Bayrou dans la dernière ligne droite des négociations avec la gauche hors LFI. Cécile Sixou. La suspension de la réforme des retraites ou la censure. À la veille du discours de politique générale de François Bayrou, la gauche maintient la pression sur le Premier ministre. S'il veut leur vote de soutien demain, il doit suspendre la réforme des retraites et figer l'âge de départ à son niveau actuel. Je crois que ce gouvernement doit comprendre et entendre le fait qu'il a été battu aux élections législatives, que cette réforme des retraites, elle a été combattue par 80% des actifs en France. Il y a un chemin possible. Nous avons proposé un certain nombre de solutions techniques qui permettent d'arriver à cette suspension et ensuite à une discussion. Mais côté républicain, pas question de céder à la demande des socialistes. Si on touche à la réforme, les LR pourraient ne plus soutenir le gouvernement. Pour le sénateur Roger Karoutchi, seule cette réforme peut équilibrer le système des retraites et rassurer les marchés. En annulant ou en suspendant la seule réforme de taille qui a été adoptée ces dernières années, on ne rassure pas, au contraire, on se décrédibilise. Donc, nous dire maintenant, on va suspendre, on va abroger, et puis, la droite, on va vous rassurer, on va trouver 3 mesurettes fiscales. Non, c'est non. C'est un recul considérable. Entre les exigences des uns et des autres, le président du groupe centriste au Sénat, Hervé Marseille, estime qu'il faut d'abord penser à la France et trouver un compromis pour stabiliser la situation politique du pays. On peut rester sur des postures, mais à un moment donné, il faut trouver des solutions parce que les Français ne pardonneront pas aux parlementaires de toute tendance, leur échec. C'est au Parlement que ça se passe. On l'a assez voulu, on l'a assez dit. Aujourd'hui, il y a une situation où les groupes parlementaires, les responsables politiques ont des choix à faire. Prise en étau, coincé, François Bayrou doit trouver la bonne formule dans son discours demain s'il veut allonger son espérance de vie à Matignon. François Bayrou peut-il sacrifier la réforme Macron? Alix Bouillaguet pour répondre à cette question. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, vous merci. êtes éditorialiste politique à France Info TV. Jean-Daniel Lévy, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Le directeur délégué Harris Interactive, Richard Verly, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, correspondant France-Europe pour le média suisse Blick. Et votre livre avec François d'Alençon, Le bal des illusions chez Grasset. Mathieu Croissando, bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Bienvenue à vous, éditorialiste politique. Des négociations pour éviter la censure. On en a déjà vécu avec Michel Barnier et Alix Bouillaguet. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui avec François Bayrou? Pas mal de choses. Déjà, tout bête, Michel Barnier, il a essuyé les plâtres. Donc ça veut dire que la gauche et le Rassemblement national d'ailleurs ont eu leur trophée. Ils ont montré qu'ils étaient en capacité de faire tomber un gouvernement s'ils le souhaitaient. Ce qui a changé aussi, c'est qu'aujourd'hui, on sait que la loi spéciale, ça permet de limiter la casse, mais ça ne peut pas durer. Donc tout le monde est conscient qu'il faut un budget.
Ce qui a changé aussi, c'est que si François Bayrou était renversé, eh bien, on rentrerait. Alors, on dit qu'on est en crise politique. Je ne sais pas si on rentrerait tout de suite en crise de régime. Enfin, ça ferait 4 premiers ministres en un an, plus le temps qu'il faut pour en retrouver un, pour refaire une équipe gouvernementale. Je pense que les Français commenceraient à en avoir marre. Et puis surtout, ce qui a changé, c'est que François Bayrou a changé tout simplement d'interlocuteur. Il s'est tourné par rapport à Michel Barnier du RN vers la gauche, vers les socialistes. Et les socialistes, François Hollande, qu'on n'entend pas, mais qui a quand même distillé ses messages, a bien résumé la situation. Lorsqu'il dit, premièrement, je ne souhaite pas la démission d'Emmanuel Macron, je ne souhaite pas la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est quand même une forte indication. Et la deuxième, c'est qu'il pense, et qu'il le dit, que François Bayrou peut tenir jusqu'en 2027. Donc, vous voyez, il y a quand même des petits signaux qui font que François Bayrou peut tenir. Et l'opinion, Jean-Daniel Lévy, il y avait déjà une demande de stabilité, on l'a souvent évoqué ici, quand Michel Barnier est arrivé, avec une sorte d'avis potentiellement favorable lié à cette demande de stabilité. Est-ce que là aussi les Français ont changé, et notamment avec la réforme des retraites dans l'équation? Alors, demande de stabilité, oui et non, parce que quand on interrogeait les Français, même avant la censure, il y avait un peu plus d'un Français sur deux qui était favorable à la censure. Et ça n'allait pas tout à fait dans le sens de la stabilité. Le deuxième aspect qui nous frappe, c'est qu'il y a aujourd'hui, certes, l'ancien Premier ministre Michel Barnier, qui avait réussi à essuyer les plâtres, comme l'a dit Alix, mais dans un même élan, il y a un niveau de confiance à l'égard de François Bayrou lorsqu'il arrive à Matignon qui est plus bas que celui de Michel Barnier et qui est même plus bas de l'ensemble des premiers ministres lorsqu'ils sont arrivés en poste depuis la création de la Ve République. Donc autant Michel Barnier avait un minimum, si ce n'est d'assises populaires, en tout cas d'appui de la part d'une partie des Français, autant c'est moins facile. Ça faisait très longtemps qu'on attendait un Premier ministre, donc ça a joué dans l'accueil de Michel Barnier. Alors ça a joué, c'était pas non plus l'enthousiasme complet de la part des Français, mais en tout cas il y avait une forme de soulagement. Enfin en tout cas on va pouvoir avancer. Et aujourd'hui le point sur lequel François Bayrou peut s'appuyer est quand même plus faible d'un point de vue d'opinion. Et c'est vrai qu'on voit bien que la pierre aujourd'hui centrale du débat, c'est pas la question du budget, c'est la question de la réforme des retraites. Cela a été rappelé tout à l'heure par Olivier Faure dans le rapport que vous avez indiqué. Il y a aujourd'hui effectivement entre 7 et 8 Français qui sont opposés à la réforme des retraites, et même quand vous regardez dans les motivations de vote de la dernière élection présidentielle. Il s'agissait quasiment de la seule mesure qui avait été identifiée dans le programme d'Emmanuel Macron. Quand vous regardiez les motivations de vote des électorats, les électorats, pour faire vite, de Jean-Luc Mélenchon d'un côté comme de Marine Le Pen, disaient leur troisième motivation de vote, c'était la question de la réforme des retraites. Non pas par rapport à ce qui était proposé par leur candidat, mais déjà à cette époque-là pour s'opposer à ce qui était effectué et comme étant la proposition d'Emmanuel Macron. Donc on voit bien le point de cristallisation qui par ailleurs a été exacerbé par un certain nombre de responsables politiques. Ouais, vu d'Europe, Richard Verly, le fait, est-ce que ça semble absurde de suspendre cette réforme des retraites alors qu'il faut toujours trouver 50 ou 60 milliards d'économies pour pour enfin trouver un budget pour 2025. Alors, politiquement, non, ça ne semble pas absurde, puisque, comme ça vient d'être dit, le Premier ministre joue sa survie politique, et donc derrière se joue la stabilité gouvernementale. Par contre, ça paraît aberrant. Oui, il faut bien le dire. Tous les pays européens qui regardent la France, qui tous, je le rappelle, ont réformé leur système de retraite, ont repoussé l'âge légal de départ. Dans le cas de l'Italie, on en est même maintenant à parler peut-être de 68 ans. Oui, ça paraît aberrant, et deux choses paraissent aberrantes. D'abord que ça vienne de François Bayrou, qui est perçu quand même comme un grand Européen, quelqu'un qui a toujours regardé du côté de l'Europe, quelqu'un qui est conscient des contraintes européennes, quelqu'un qui a mis le pays, qui a tiré le signal d'alarme à plusieurs reprises sur la dette. Donc déjà, on est étonné, vu d'Europe, aujourd'hui, de ce comportement éventuel de François Bayrou. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne comprend pas les Français, il faut bien le dire. Les Français qui persiste à penser qu'on peut tenir, qu'un système économique peut tenir en partant à 64 ans, alors que l'ensemble du continent repousse l'âge de la retraite, alors on se dit une seule chose, peut-être que les Français ont la baguette magique et qu'ils ont une solution que les autres n'ont pas encore trouvée. Oui, et on va voir si François Bayrou la trouve, cette solution. Alors il y a un élément très important, Mathieu, dont on va parler tout de suite.
il faut se tourner vers l'Élysée et vers Emmanuel Macron qui peut-être accepte qu'on touche à sa réforme des retraites. Oui, alors il paraît lointain, le temps où le président de la République l'été dernier faisait de l'avenir de sa réforme phare la pierre angulaire de son casting pour Matignon. Lucie Castet, qu'il n'a jamais envisagé de nommer, mais surtout l'ex-socialiste Bernard Cazeneuve en avait fait les frais. Bernard Cazeneuve, coupable d'avoir dénoncé en 2023 ce qu'il considérait comme une réforme, ouvrez les guillemets, très injuste. L'ancien Premier ministre qui a été soupçonné par Emmanuel Macron de vouloir remettre l'ouvrage sur le métier avait vu évidemment Matignon lui échapper. En fait, le seul mantra audible des macronistes dans le brouhaha de l'automne, c'était « pas touche à la réforme Borne ». Et alors, comment vous expliquez ce revirement ? Parce qu'Emmanuel Macron a compris qu'il n'avait plus le choix. S'il veut à la fois desserrer l'étau de la censure que lui impose le RN d'un côté, les Insoumis de l'autre, et puis faire baisser d'un ton aussi les appels à sa démission, il doit permettre à son Premier ministre d'essayer de convaincre les socialistes de le laisser gouverner. Alors la bonne surprise, c'est que les socialistes ne réclament plus le retour de la retraite à 60 ans, comme le promettait le programme du nouveau Front Populaire l'été dernier. La mauvaise, c'est que les socialistes ne se contenteront pas pour autant d'un rafistolage à la marge en échange de leur clémence. Ils veulent un scalp, et ça sera le scalp des 64 ans au minimum. Alors est-ce que ça sera un gel, une pause, comme on le disait, une suspension, un moratoire, un sursis, qu'importe en fait le vocabulaire, parce que pour le président de la République, le mal est fait. Par 2 fois, Emmanuel Macron aura dû rabattre ses prétentions sur ce dossier piégé. La première tentative, vous vous en souvenez, c'était celle de la réforme systémique de la retraite à points menée par Édouard Philippe, et puis qui a été abandonnée en race campagne à la faveur du Covid, qui tombait pour le coup à point nommé, parce qu'il y avait déjà une opposition des Français. Et puis la seconde, c'est celle de cette réforme paramétrique, pour le coup, et non pas systémique, menée par Elisabeth Borne, qui avait ravi les marchés, mais fâché les Français. Et elle risque de se retrouver, cette réforme, avec sacrément du plomb dans l'aile, 2 ans seulement après avoir été promulguée. Et c'est une mauvaise nouvelle pour le bilan d'Emmanuel Macron. Oui, parce que le dossier des retraites n'est pas le seul à faire l'objet d'un droit d'inventaire par un François Bayrou bien décidé à marquer de son empreinte son passage aux affaires dont il avait tant rêvé, qu'il avait tant attendu. Le voilà, ce François Bayrou, qui laisse désormais ses ministres, écoutez bien, parler d'augmenter la fiscalité sur les plus fortunés, comme sur les grosses entreprises, ou de brosser les fonctionnaires dans le sens du poil. Au fond, le risque, c'est de voir le totem macroniste de la politique de l'offre qui se met à vaciller. Alors, il était déjà affaibli par la remontée du chômage, cloué au pilori par les agences de notation pour avoir laissé déraper les comptes publics et la dette dans des proportions jamais atteintes par le passé. Le président de la République joue dans ce renoncement qui ne dit pas encore son nom, un peu et beaucoup même de sa postérité. Je voudrais qu'on rentre dans le détail. Alors il y a la question de la sémantique, on y reviendra. Quel mot François Bayrou peut-il utiliser demain ? Je pense que dans la négociation avec les socialistes et les autres, ça ne doit pas être totalement neutre. Mais peut-être d'abord sur le rôle d'Emmanuel Macron, Alix Bouillaguet. Il met quand même peut-être quelques contreparties au fait d'accepter que sa réforme emblématique soit suspendue, ou en tout cas écornée. Il a effectivement accepté le principe, effectivement. Mathieu a raison de souligner qu'il a fait lui-même un long chemin psychologique depuis l'été dernier, où effectivement la nomination de Cazeneuve a basculé à cause de ça. Il a accepté le principe, une forme de détricotage de sa réforme et d'une forme de pause, de suspension ou de gel ou de whatever, ce qu'on veut. Mais il y a des conditions. Et les conditions, c'est le financement. Alors, et c'est des grosses conditions, parce que c'est pas les 3 milliards de cette année, c'est les 15 milliards d'ici à 2032 de mémoire. Il ne veut pas que ça pèse justement sur les grandes entreprises et sur les plus riches. Il ne veut pas laisser sa fameuse politique de l'offre, parce que alors là, ça serait un double harakiri. C'est harakiri sur la retraite et harakiri sur toute la philosophie de ce qu'il a mis en place depuis 2017. Donc, à charge pour François Bayrou et les socialistes de trouver ce fameux financement. Alors, on sait que les socialistes, ils veulent piocher dans le fameux fonds de réserve, enfin, qui n'est pas du tout fait pour ça, et puis qui sert déjà à financer les déficits de la sécurité
sécurité sociale. Et puis, c'est vrai que ce serait un pis-aller, c'est la facilité de piocher les 3-4 milliards pour cette année, puis après, on fait quoi? Donc, il va falloir du lourd. Et il pourrait d'ailleurs, dans son discours de politique générale, annoncer une conférence sociale dès la fin de semaine, c'est-à-dire montrer que cette histoire de financement voilà, est vraiment au cœur de sa proposition. Jean-Daniel Lévy, à quel point Emmanuel Macron digère son impopularité et peut-être l'hypothèse vous parliez de crise de régime, de crise institutionnelle, c'est-à-dire que plus il use des premiers ministres, plus les regards se tournent vers lui. Oui, avec une forme de paradoxe, c'est-à-dire que jusqu'à présent, le Premier ministre était censé être, comme on dit, un paratonnerre ou un fusible face au président de la République. Il y a quand même une inversion aujourd'hui de la responsabilité. Lorsque le président de la République était en difficulté, il sacrifiait son Premier ministre et puis il pouvait passer à une nouvelle étape. Aujourd'hui, l'intérêt d'Emmanuel Macron, c'est qu'au contraire, que le Premier ministre soit là le plus longtemps possible. Donc ça change complètement le rapport qu'on peut avoir avec nos institutions et la pratique institutionnelle. Donc je ne suis pas dans la psychologie d'Emmanuel Macron, donc je ne sais pas exactement comment il ressent la situation, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il est en baisse constante d'un point de vue d'opinion. La confiance qui s'est exprimée à son égard a tendance à s'étioler fortement, même auprès du cœur de son électorat, et ça c'est une nouveauté. Il avait toujours réussi à maintenir près de 80 à 90% de son socle électoral. Là, c'est pas un rejet complet, mais en tout cas, on arrive à peine aux 2/3 en fait des Français qui ont voté pour lui. Et ça baisse tendanciellement, avec une question qui n'est pas soldée. C'est pourquoi a-t-il dissous l'Assemblée nationale? Et que quand bien même il est revenu à 2 reprises au cours de la fin de l'année 2024, un petit peu avant et puis au soir du 31 décembre, ça n'a pas encore permis aux Français de comprendre ce qu'a été cette décision. Et quand on interroge les Français sur les raisons pour lesquelles aujourd'hui ils déclarent ne pas accorder leur confiance au président de la République, le cœur de son électorat dit « nous ne comprenons toujours pas ». Pourquoi cette dissolution a eu lieu, et donc une remise en cause même pratiquement de tout ce qui a été fait depuis 2017 par le président de la République, et une difficulté à pouvoir l'accréditer d'éléments positifs. Mais d'ailleurs c'est intéressant parce que sur le risque que prennent ceux qui décident de faire tomber un gouvernement. Michel Barnier il y a quelques semaines, éventuellement François Bayrou dans les prochains jours. La crise politique qui s'en suivrait, elle resterait collé à Emmanuel Macron, il en serait malgré tout le responsable dans l'esprit des Français. Jusqu'à présent, c'est le cas. Oui. Jusqu'à présent, c'est le cas. En tout cas, quand on avait interrogé les Français juste après la censure qui avait été exprimée contre Michel Barnier, le principal responsable qui était perçu, c'était Emmanuel Macron de cette situation-là. Pas Michel Barnier, d'ailleurs. En fait, c'est comme si c'était passé au-dessus de Michel Barnier. C'était pas cette alliance improbable entre LFI et le Rassemblement national. Ça n'a pas été perçu comme ça, et même de la part des électorats, en tout cas, qui étaient favorables à la censure. Ils n'ont pas critiqué leur camp politique, ils étaient plutôt d'accord avec les prises de position, pas avec le sentiment qu'il y avait une forme d'alliance entre la gauche d'un côté et l'extrême droite de l'autre. C'est intéressant, Richard Verly, de voir comment le binôme Emmanuel Macron, François Bayrou fonctionne. On en est au début. Va-t-il durer 2 ans et demi encore? On verra bien. Mais il y a l'histoire du rendez-vous juste avant le choix de François Bayrou. On a peut-être un peu surestimer le coup de gueule du futur Premier ministre et sa capacité à tordre le bras du président de la République. Mais quand même, il y a quelque chose qui se joue à ce moment-là, qui écrit un peu de l'histoire actuelle, quoi. Oui, absolument. Je pense que, en tout cas, la perception que j'ai, bien évidemment, j'ai pas le niveau d'information d'éditorialiste politique comme Alix, mais je pense qu'il y a une forme d'ascendant de François Bayrou sur Emmanuel Macron. En tout cas, il est à même de faire entendre ses vues bien plus qu'un Michel Barnier. Ça paraît clair. Oui. Alors, on va avoir la réponse dans les prochains jours, mais déjà la manière dont il a obtenu ce poste, si l'on en croit les médias, il a forcé la main au président, et depuis, il continue sur cette logique, obtenir du président des concessions sur des domaines particulièrement cruciaux, notamment la politique de l'offre. La deuxième chose, c'est que stratégiquement, alors on a dit qu'il se tourne, lui, François Bayrou, vers les socialistes et non pas vers le Rassemblement national, mais au-delà de ça, il y a une posture complètement différente de celle de Michel Barnier. Michel Barnier avait une sorte de mur entre Matignon et l'Élysée. On lisait que Emmanuel Macron était furieux d'apprendre des choses dans la presse, de ne pas être tenu informé. Visiblement, là, il y a chez François Bayrou le souci de ménager le président, de le tenir informé, mais pour une raison simple, c'est qu'il veut aussi que le président soit
co-responsable, en quelque sorte, des décisions prises, parce qu'il a besoin de 2 garanties, François Bayrou. Il a besoin d'une garantie du côté du Parlement et il a besoin d'une garantie du côté du président. Il semble que pour l'instant, il est peut-être en train de l'obtenir. Maintenant, les garanties, elles ne sont pas nécessairement faites pour durer. Est-ce qu'il y a une méthode Bayrou, Alix? Alors, oui, il y a peut-être une méthode Bayrou qui est parfois celle de ne pas forcément sortir des ambiguïtés, ce qui peut, à mon avis, lui être assez... De la part d'un centriste, voilà. C'est totalement surprenant. Et puis, c'est quelqu'un qui... C'est son moment, enfin, voilà, c'est vraiment son moment. Donc, c'est quelqu'un qui est habité, qui a un côté un peu mystique, qui marche sur l'eau. Oui, il est comme ça, François Bayrou. Et donc, je pense que oui, qu'il a l'intime conviction que ça peut le faire. C'est ce qu'il dit d'ailleurs quand on l'interroge un peu comme ça. Il dit, voilà, et il en est persuadé. Et ça veut, et puis il a quand même... Dans cette affaire, il a eu un petit coup de génie quand même, enfin que je trouve à ce stade un coup de génie, c'est de nommer Éric Lombard. Alors on va en parler. On va en parler tout à l'heure, mais la personnalité d'Éric Lombard, ses liens avec notamment Éric Faure, des personnalités de gauche, c'est intéressant. C'est vraiment un élément très important. Je vous le garde pour un peu plus tard. Tout à fait, on se le garde pour plus tard. Mais François Bayrou, oui. Et puis en plus, il correspond aussi à un moment où il faut quand même pas se mentir. On n'est pas parti pour faire des grandes réformes. On est parti, pour essayer de tenir jusqu'en 2027 avec un gouvernement à peu près stable qui va faire un peu tourner la machine. Alors je ne dis pas que François Bayrou est fait pour ça, mais c'est que c'est un homme de conciliation, c'est un homme qui passe des coups de fil, peut-être par rapport à Michel Barnier, qui est plus dans le lien, dans le liant, et c'est vrai que ça peut avoir son importance. Ouais, double question, Mathieu. La même méthode Bayrou, et puis les mots, là, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, suspendre, geler, abroger, et vous disiez il aime bien rester dans l'ambiguïté, mais là il va devoir trancher demain. Oui, il va devoir trancher, et c'est la première fois en fait qu'il passe du ministère de la Parole à un gouvernement d'action, si je veux dire, parce que François Bayrou, ça a été un éternel opposant. Il a quand même un tempérament ombrageux, il est quand même assez sûr de lui-même, et donc de le voir enfin négociateur, voilà, c'est quand même, je trouve qu'il se révèle un peu. Sur les mots, rapidement, abrogation, c'était le premier mot, la demande de LFI et du Rassemblement national, on oublie parce que faudrait que ça annule la réforme des retraites, donc on annule aussi tout ce côté positif, par exemple la revalorisation des petites retraites, ça c'est pas jouable. Ensuite il y a le gel. Le gel, c'est vous bloquez les compteurs aujourd'hui. C'est avec la réforme des retraites, en fait elle aura bloqué l'âge légal à 62 ans et 6 mois, c'est l'âge auquel on est aujourd'hui compte tenu de l'avancée de la réforme. Vous prenez un amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ça s'arrête là. Libre à chacun ensuite, à un gouvernement, de retenter une loi, à mon avis, pas d'ici 2027. Suspension, ça c'était la demande du Parti socialiste. Ça veut dire qu'on suspend tous les critères, certains critères, on peut suspendre que l'avancement de la durée légale et on se donne un temps de 6 mois, 9 mois au début, maintenant ça serait 6 mois, peut-être dès la fin de la semaine, conférence de financement, pour voir comment on fait, comment on compense. Ça c'est la dernière orientation. Puis François Bayrou avait parlé initialement de reprendre, vous vous souvenez, reprendre mais pas suspendre. Alors là, la reprise, c'était la réforme continue d'avancer, mais on essaie de la retricoter. Alors on peut ajouter pause, moratoire, tous les synonymes que vous voulez. De toute façon, l'effet qui sera compris par l'opinion, c'est qu'il y a quelque chose qui s'arrête, alors reste à voir quoi, mais il y a quelque chose qui s'annule. Oui, mais alors justement, c'est intéressant, parce que quand il y a eu il y a déjà eu des réformes des retraites, toujours impopulaires, et avec une opposition de l'opinion identifiée dans les sondages, mais en général, après, les Français, ils passent à autre chose. Ils ont intégré le fait que ça s'applique, voilà, on s'est battu, mais ça s'applique. Là, est-ce qu'il y a toujours eu l'espoir qu'elle soit remise en cause, cette réforme? Déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est le milieu politique, et notamment la gauche, qui l'a remis au centre du débat. C'est-à-dire qui a alimenté cet espoir. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les Français, globalement, lorsqu'on leur parlait de leurs préoccupations, de leurs assignations prioritaires à l'égard du gouvernement, ils étaient amenés à nous parler énormément de la question du pouvoir d'achat, en tout cas lorsqu'on les interrogeait spontanément. Ils nous parlaient de notre système social d'un point de vue global, pas uniquement focalisé sur la question des retraites. Ils nous parlaient de la question de l'immigration, la question de la sécurité, la question de la dette et des déficits, d'ailleurs, qui a tendance à progresser au cours de ces dernières semaines, ce qui est une forme de nouveauté, notamment auprès des électeurs de centre et de droite, mais qu'ils ne se levaient pas le matin en disant abrogation ou suspension ou annulation de la réforme des retraites. On était un peu dans le schéma de celui qu'on avait vu par le passé. Mais il y a aussi un point peut-être qu'on n'avait peut-être pas suffisamment mis en avant, c'est que les Français avaient beaucoup plus été choqués par la forme que par le fond. Et que on en revient au 49.3. C'est ça. Entre le nombre 49.3
où le nombre 64, ils étaient beaucoup plus, entre guillemets, focalisés sur la question de la méthode, avec une interrogation sur le processus démocratique qui avait créé tout ça. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient fans de la réforme loi sans faux, ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas perçu comme étant profondément injuste, mais en tout cas, c'est un des points qui fait que parfois, quand le politique met à l'agenda un débat, ça peut avoir une incidence sur nos compatriotes et que là, ça n'a pas été en gros des responsables politiques qui ont regardé précisément ce qu'ils disaient dans les sondages et qu'on déclarait qu'ils allaient faire ça. Ils ont vraiment appliqué leur propre orientation et leur propre suivi. Alors on va regarder dans un instant ce qu'en pense la droite, parce qu'évidemment c'est pas du tout le même son de cloche au sein des députés et des sénateurs. Mais d'abord on écoute le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, à propos de cette conférence sociale que vous avez évoquée tout à l'heure, que pourrait, on reste évidemment encore au conditionnel, annoncer le Premier ministre. Nous attendons de la part du Premier ministre qu'il s'engage là-dessus, non pas dans 9 mois, non pas en renvoyant à une conférence sociale qui, si elle n'aboutit pas, ferait qu'on en resterait à la réforme des retraites à 64 ans. En fait, vous voulez un engagement dès demain. Ben oui, parce qu'on ne veut pas de chèque en blanc. Nous, on ne signe pas de chèque en blanc. On ne signe pas de chèque en blanc. C'est pas sur la base d'une vague promesse que l'on pourrait dire, que l'on pourrait dire, ok, on vous fait confiance, on vous censure pas. Richard Verly, c'est intéressant parce que, j'arrête pas de dire que c'est intéressant, c'est ma formule du soir, je ne sais pas pourquoi. La conférence sociale dans un monde idéal, c'est une solution évidente, logique, qui à même de plaire aux Français, sauf que en fait elle est un peu balayée par les uns les autres, sous-entendu, c'est une façon de botter en touche. Oui, et surtout, je dirais, si vous comparez à d'autres exemples européens, le calendrier n'est pas le bon. Ouais. Normalement, la conférence sociale, la grande conférence sur la retraite, elle aurait dû avoir lieu avant la réforme, elle aurait dû aboutir à un projet partagé, idéalement par les partenaires sociaux, défendu par le gouvernement et voté. Là, elle avait eu lieu avant la première réforme des retraites, version Édouard Philippe. Donc on a l'impression, franchement, que là, on va plutôt essayer de donner à chaque partenaire social quelque chose qu'il réclame pour amadouer, pour pacifier le climat. Très franchement, je ne sais pas si c'est dans un contexte comme celui-là, de telle vulnérabilité politique du gouvernement qu'on peut avoir un réel débat social, parce que pour le moment, ceux qui ont la main, c'est quand même les syndicats, c'est les opposants à la réforme des retraites, c'est la gauche, entendons-nous le Parti socialiste, en tout cas cette partie de la gauche, qui, si elle obtient quelque chose, va vouloir tirer sur le fil pour obtenir davantage, et ce sera difficile à François Bayrou de dire non. Oui. Alice Bouillagues, on parlait de la stratégie de François Bayrou, cette conférence sociale, cette hypothèse d'une conférence sociale, c'est quoi? C'est l'une des briques de sa stratégie? Quelle place ça prend? Oui, c'est vraiment la brique principale. Alors, je pense qu'il a sans doute l'idée que c'est quand même parfois plus simple de négocier avec des partenaires sociaux plutôt qu'avec des partis politiques qui sont aussi pris dans leurs propres problématiques. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, pardon de vous interrompre, mais le ministre de l'économie rencontrait les politiques pendant que François Bayrou rencontrait les partenaires sociaux. Oui, parce qu'il se tient aussi un petit peu à distance. Et donc, il laisse, on va dire, le sale boulot à Éric Lombard, donc à Bercy, de faire donc les partis politiques. Et puis, lui, il commence à préparer le terrain quand même du côté des partenaires sociaux. Mais oui, c'est vraiment le cœur de son idée. Et c'est pour ça que mettre dès demain dans son discours une date, c'est-à-dire, voilà, je vous donne rendez-vous tous déjà, le Grand Barnum commence vendredi, mettons fin de semaine, pour créer une dynamique. Je pense que l'option, c'est un peu, son idée, c'est suspendre sans suspendre. Et peut-être que ça peut être une suspension à géométrie variable, avec certains sujets. Je ne sais pas comment ça marche. Il a de l'art de la rhétorique. Ça fait depuis qu'il est nommé, qu'il prépare son discours. Donc agrégé de lettres. Voilà, il saura trouver la formule. Parce que les socialistes n'attendent que ça, en fait. Les socialistes, aujourd'hui, ils avaient dit quoi? Concession remarquable. Concession remarquable. En fait, c'est pas remarquable au sens extraordinaire, c'est au sens où elle peut se remarquer, être remarquée. Et donc, Olivier Faure dit suspension, mais voilà, s'il est suffisamment malin, il inventera son mot. Juste sur la conférence sociale, il y a une part d'habileté tactique. C'est-à-dire que si on dit aux partenaires sociaux, on vous refile le bébé, mettez-vous d'accord. Si les partenaires sociaux n'y arrivent pas, on pourra dire c'est la faute aux partenaires sociaux et pas à l'exécutif. Mais
il y a une limite, c'est qu'une conférence sociale, ça marche généralement quand il y a du grain à moudre, quand il y a des fruits de la croissance à se répartir. Alors là, on dit moi. Quand c'est des efforts à répartir, c'est une autre affaire. Et on rappelle juste qu'il n'y a pas besoin d'une conférence sociale, parce que tout est connu, tous les leviers d'une réforme de retraite, ils sont connus. Le problème de la réforme Borne, c'est qu'elle ne reposait que sur les travailleurs, et pas sur d'autres, pas sur les entreprises, pas sur les retraités, voilà, que sur les seuls actifs. Donc pour actionner les autres leviers, ça, c'est quand même une décision in fine qui est une décision politique. Et ce qui est assez frappant par ailleurs, c'est que c'est une conférence sociale, mais ça reste très institutionnel. C'est-à-dire que les organisations syndicales n'appellent pas aujourd'hui à des mobilisations dans la rue, ne serait-ce qu'il pourrait y avoir, dans le contexte que l'on connaît, en matière de pouvoir d'achat, en matière justement de thématiques de retraite, en matière d'interrogation concernant l'avenir, des appels qui ne seraient pas forcément suivis, mais à des mobilisations massives pour pouvoir appuyer les organisations syndicales qui vont entrer dans des négociations et qui vont avoir plus voix au jeu qu'ils n'avaient le cas par le passé. Mais là, il y a rien du tout. Et peut-être que justement, s'ils ne font pas ces appels, c'est qu'ils sentent bien que leurs bases à l'heure actuelle ne sont pas enclines à pouvoir descendre fondamentalement dans la rue autour de ces thématiques-là. Ouais. Comment réagit la droite? Comme promis, on en parle tout de suite avec Steve Jourdain, qui va nous rejoindre sur le plateau de Sens Public. Bonsoir Steve. Bonsoir Thomas. À quelques heures du discours de politique générale de François Bayrou, la droite hausse le ton. Oui, abroger, geler, suspendre, ce sont les trois options souhaitées, exigées par les oppositions de gauche et rappelées très justement par Mathieu Croissando. Pour la droite, qui veut elle aussi se faire entendre, il n'en est pas question. Gérard Larcher a été très clair dans une interview accordée aux Parisiens ce week-end. Ni suspension, ni abrogation. Mardi, le Premier ministre fera le choix au Sénat. Je ne conduirai pas une procédure de suspension ou d'abrogation. Le président du Sénat estime que participer au gouvernement ne veut pas dire renoncer aux idées de sa famille politique. Autre coup de pression, Thomas, du côté de l'Assemblée nationale. Elle vient de Laurent Wauquiez, le patron des députés républicains. Ce matin, dans le Parisien, il parle d'une France au bord de la ruine. Il dit qu'envisager de revenir sur la réforme des retraites sans proposer la moindre piste de financement, c'est irresponsable. Même son de cloche de la part d'un proche de Laurent Wauquiez, le député Vincent Jeanbrun. Il était ce matin dans la matinale de Public Sénat. Aujourd'hui, suspendre la réforme des retraites, c'est sauter dans l'inconnu d'un point de vue budgétaire et c'est dire à tous nos partenaires économiques, que ce soit à l'extérieur, ceux qui nous financent, mais aussi toutes les entreprises qui emploient les Français, qui créent de la richesse sur notre territoire. Au fond, le budget de l'État n'a plus rien de sérieux, plus aucune rigueur. Est-ce que ça signifie, Thomas, qu'en cas d'annonce d'une suspension de la réforme demain par François Bayrou, la droite censurera le gouvernement? A priori, non, mais la question de la participation au gouvernement pourrait se poser. La droite, qui est majoritaire au Sénat, pourrait aussi ne pas apporter son soutien au futur projet de loi du gouvernement. Et tout cela s'inscrit dans le cadre d'un retour des débats budgétaires au Parlement. Oui, la question des retraites est traitée dans le cadre du budget de la Sécu. Vous savez, ce texte rejeté par l'Assemblée nationale au mois de décembre et qui avait d'ailleurs provoqué la chute du gouvernement Barnier. Ce même projet de loi revient au Sénat dès la semaine prochaine, jeudi 23 janvier. Si les sénateurs l'approuvent, il repartira ensuite à l'Assemblée nationale au mois de février, sans doute sans amendement de suspension de la réforme des retraites. Que feront les oppositions? Vont-elles à nouveau voter la censure, cette fois-ci sur la question des retraites? Réponse dans les prochaines semaines, Thomas. Merci beaucoup, Steve, et à tout à l'heure pour notre second débat. Cette réforme des retraites, évidemment assez symbolique pour la droite parlementaire. Jean-Daniel Lévy, est-ce que ça l'est aussi pour l'électorat, pour les sympathisants de la droite parlementaire? Oui, clairement. C'est un des points sur lesquels, en fait, historiquement, la droite s'est constituée. C'est pas uniquement la question du financement des retraites qui joue, mais c'est plutôt la question du rapport au travail, en considérant que d'une manière ou d'une autre, il est normal de travailler, que ça apparaît comme étant une valeur cardinale de ce qu'est la droite historiquement, et notamment au regard des enjeux qui sont les enjeux de la compétitivité de la France au niveau international. Et ils rejoignent en fait ce que vous avez indiqué sur la manière dont peut évoluer le reste du monde et notamment nos partenaires européens, que si jamais on n'est pas dans une forme d'activité qui peut être une activité plus importante, que ce soit aussi bien tout au long de la vie, mais également en termes d'intensité du temps de travail hebdomadaire, que la France risque d'être beaucoup moins puissante au niveau des grands enjeux économiques internationaux. Donc c'est un des points sur lesquels il y a une appréciation, une appétence, voire une pression qui peut exister de la part de quasiment, effectivement, ce seul électorat auprès des Français qui est sensible à ce sujet-là, en tout cas de manière manifeste. Ouais. Richard Verly, puisqu'on est sur la sémantique, il y a les mots liste rouge ont été beaucoup utilisés, peut-être un petit peu moins là en ce moment, et notamment à droite.
Oui, moi je crois que ce qui a été dit... J'ai dit liste rouge, ligne rouge. Ce qui a été dit est très important parce que l'opinion européenne en ce moment et les gouvernements européens sont très majoritairement à droite. Il ne faut pas l'oublier. Donc ça veut dire que la France est entourée de pays qui ont opté pour des politiques largement libérales. Dans un moment... l'arrivée de Trump au pouvoir, qui sera une déferlante, il l'a dit, avec des tarifs, bref, une guerre économique très solide. Je rappelle un point qui d'ailleurs vient en discussion à Bruxelles ces jours-ci. Vous savez, le rapport que Mario Draghi a rendu, l'ancien président de la BCE, Premier ministre italien, où il a dit que des centaines de milliards d'euros sont nécessaires pour investir en Europe afin de rattraper le retard. Ça ne peut se faire que par un endettement commun, idée d'Emmanuel Macron, qui l'avait obtenu une première fois. Vous croyez vraiment que la France, qui renonce à sa réforme des retraites, qui suspend éventuellement, sera à même de convaincre ses partenaires de s'endetter ensemble ? Là, il y a un gros point d'interrogation, parce qu'il est vrai que la réforme des retraites faisait partie de ces marqueurs qui permettaient à Emmanuel Macron de se tourner vers ses interlocuteurs européens et de leur dire, vous voyez, nous aussi, on fait des efforts. Vous dites quoi ? Attention, une forme d'isolement de la France ? Ah ben c'est pas une forme, c'est un isolement. Et il me paraît clair que si la réforme des retraites est suspendue, et la nécessité politique interne est un sujet à part entière, mais si elle est suspendue, lorsqu'Emmanuel Macron se tournera vers ses homologues européens, je rappelle qu'en Allemagne, une très forte chance d'avoir un chancelier conservateur à l'issue de la prochaine élection fin février, les arguments qu'Emmanuel Macron aura pour convaincre seront quand même beaucoup moins nombreux. Des LR qui n'iraient pas, en tout cas c'est ce qui semble, jusqu'à censurer François Bayrou. Tiens, on va écouter là-dessus la présidente de la région Île-de-France. Elle était sur France Inter ce matin. Question, si le Premier ministre annonce demain une suspension de la réforme des retraites, est-ce que vous appelez les députés LR à censurer ? Moi je pense que dans ces conditions, surtout, la droite ne peut plus participer à ce gouvernement. Parce que c'est un gouvernement qui irait contre les valeurs qu'elle porte, les valeurs de responsabilité vis-à-vis des générations qui nous suivent. Si nous mettons en faillite notre système de retraite, mais à ce moment-là, c'est les retraités. D'abord, nous, on n'a plus de retraite. Et si jamais on veut continuer à payer les retraites des retraités, c'est les jeunes générations qui vont trinquer. Mathieu. Oui, juste, est-ce qu'on peut dire un mot des postures quand même ? Parce que cette droite qui aujourd'hui joue la gardienne du temple et les esprits responsables, c'est vraiment des résistants de la 25e heure. Pendant des années, ils ont promis à chaque présidentielle la retraite à 65 ans. Ici, au Sénat, chaque année, était voté un projet de réforme de la retraite à 65 ans. Quand Emmanuel Macron a dit 65 ans, ils ont supplié Elisabeth Borne de baisser. Non, 65 ans c'est trop, 64 ans. Je me souviens de Bruno Retailleau disant les bases d'un accord seront posées. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont été incapables de tenir leurs troupes. Le projet a tellement été détricoté que Elisabeth Borne n'a même pas pu compter sur leur appui pour la voter, cette réforme. Elle a dû faire le 49-3. Donc franchement, donner des leçons comme ça, ça que ça s'appelle quand même être un tartuffe. Là-dessus, puis on revient, on a un premier chapitre consacré au ministre de l'économie et on va tenir la promesse. Donc une réponse rapide à Alix Bouillagui, si vous le voulez bien. Valérie Pécresse, là, elle renvoie la balle dans le camp de Bruno Retailleau ou des autres ministres LR. Est-ce qu'ils peuvent rester dans un gouvernement dans lequel la réforme des retraites serait suspendue ? Ah oui, c'est sûr que mais on est à la veille de la déclaration de politique générale, donc c'est aussi normal que chacun monte ses muscles et essaye de montrer ses barrières et de montrer qu'ils ont des fondamentaux, aussi bien la gauche que la droite, et puis qu'ils ne veulent pas en démordre. Après, est-ce que s'il y avait un vague terme suspension, il y aurait une démission de Bruno Retailleau et de tous les ministres de droite ? J'en doute un peu. Et je doute aussi, naturellement, que la droite vote la censure. Bien évidemment, elle ne la votera pas. Mais elle est obligée, tenue aujourd'hui, bien de marquer ses positions. Alors, parlons d'Éric Lombard. Tiens, dernière nouvelle. En cette fin d'après-midi, nos confrères de l'agence France Presse nous apprennent que le Parti Socialiste est reçu à Matignon en ce moment même. Oui, là. Ça y est. Voilà, ça continue de discuter en fait, au moment où on vous parle. Moi, ce que j'avais compris, c'est qu'effectivement, ils auraient la veille, dernière limite la veille, donc c'est sans doute ce rendez-vous-là, eh bien, des contours un petit peu de ces fameuses sémantiques, de ce qui sera dit demain dans le discours, dans la déclaration de politique générale. Donc ça veut dire qu'il va bien falloir écouter les leaders socialistes qui seront invités des matinales éventuellement demain. Il y a quand même quelque chose qui a été assez remarquable et qui n'était pas le cas à l'époque Barnier, c'est qu'il n'y a pas trop de fuite. On sent que c'est un paquet de mesures qui sont négociées et qu'en fait, rien ne fuite. Et du coup, on n'est pas dans
la surenchère de « Ok, comme avait fait Marine Le Pen, vous avez accepté ça, finalement je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Là, c'est vrai que on sent qu'il y a un paquet de mesures, mais pour rentrer dans les détails, c'est plus opaque. Allez, quelques minutes, 5 minutes, tiens, pour parler d'Éric Lombard, le nouveau locataire de Bercy. Et je vous propose pour démarrer d'écouter Raphaël Glucksmann qui nous dit que finalement, ce nouveau ministre de l'économie, il permet quoi de sortir de la menace du Rassemblement national? On veut agir en responsabilité et ça suppose des discussions franches, des discussions sérieuses. Elles ont lieu aujourd'hui au ministère de l'économie. Moi, je vais encore tout à l'heure au ministère de l'économie discuter avec monsieur Lombard et il faut qu'on obtienne un accord de non-censure. Vous le connaissez bien? C'est un ami personnel comme c'est l'ami d'Olivier Faure ou pas? Moi, je le connais, oui, je le connais bien. Je sais que c'est quelqu'un qui a la justice sociale dans son radar, qui est guidé par ce souci de justice fiscale et de justice sociale. Et donc, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. Et surtout, c'est une démarche qui est à l'antithèse de ce qui s'est passé précédemment. C'est-à-dire que M. Lombard veut un accord avec la gauche et ne pas dépendre du Rassemblement national et du pouce levé ou baissé de Marine Le Pen, parce qu'on a vu ce à quoi ça conduisait, c'est-à-dire à la censure de M. Barnier. Éric Lombard, ancien chef d'entreprise, ancien président de la Caisse des dépôts, mais pas encore identifié. Enfin, je ne vais pas vous surprendre par les Français, c'est trop tôt? C'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt. Et on sait quand même, quand on est en poste, que ça met énormément de temps de pouvoir être identifié, à moins d'avoir des propos tonitruants et extrêmement forts, comme par exemple ceux qui ont été utilisés par Bruno Retailleau dès qu'il a pris possession du ministère Place Beauvau. Mais un ministre de l'économie, un ministre qui est aujourd'hui à Bercy, au regard d'un passé qui est un passé prestigieux, mais qui n'est pas identifié en fait de la part de l'immense majorité des Français, fait qu'il apparaîtra comme étant celui qui met en action ce qui a été décidé par le Premier ministre, voire le Président de la République, sans vouloir l'offenser, mais on sait que historiquement, ça a quand même fonctionné de cette manière-là. Pour lui, comme pour les deux précédentes personnes qui étaient en responsabilité du budget d'un côté et de l'économie de l'autre au sein du gouvernement de M. Barnier. Richard Verly, les relations personnelles, là aussi, on parlait du duo Bayrou-Macron, le fait que Éric Lombard soit un ami proche d'Olivier Faure, alors c'est pas pour ça qu'Olivier Faure va lui offrir un blanc-seing, mais quand même, ça doit un peu jouer. Ça. Oui, c'est aussi, si je ne me trompe pas, un des fondateurs de ce collectif, les GRAC, les hauts fonctionnaires qui ont largement œuvré à la candidature d'Emmanuel Macron. Donc on a ce profil de trait d'union. Moi, il y a une autre chose qui m'intéresse, c'est que c'est un homme qui connaît par cœur l'épargne des Français, qui avait même la main sur l'épargne des Français à travers la Caisse des dépôts et consignations. Si vous regardez de manière un peu objective la quadrature du cercle financier française actuelle, il y a une seule manière d'en sortir, c'est un grand emprunt national. Et je me demande, je pose la question, est-ce que finalement il n'a pas le profil parfait pour défendre cette idée au moment venu auprès des Français? Est-ce qu'il peut aussi un peu, je reste avec vous Richard, rassurer les marchés financiers? Ça, je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que les marchés financiers, vous savez, il y a deux éléments à prendre en compte. Il y a l'élément rationnel, c'est-à-dire est-ce que la France peut rembourser ou pas? On sait que la France peut rembourser sa dette. Et puis, il y a l'élément conjoncturel. Est-ce qu'il y a de l'argent à faire en s'attaquant à la dette française en ce moment? On est en début d'année et en général, les marchés sont beaucoup plus vigoureux en début qu'en fin d'année. C'est là qu'ils prennent des risques, donc ça veut dire qu'il y a danger. Vous disiez, Alix Bouillaguet, que c'était une trouvaille ou à mettre au crédit, en tout cas de François Bayrou, d'avoir choisi Éric Lombard comme ministre de l'économie. Oui, pourquoi? parce que c'est un agent de liaison qui est hyper efficace. Quand on est un ami personnel du premier secrétaire du Parti socialiste, quand on a soutenu la candidature d'Emmanuel Macron en 2017, il s'en est un petit peu après éloigné, mais donc ça veut dire que il peut effectivement comprendre toutes les sensibilités puis essayer de trouver le barycentre, la recette magique. Après, il faut quand même pas oublier qu'il y a beaucoup moins d'ambition dans ce budget, c'est-à-dire qu'on est déjà passé de 60 milliards à 50 milliards. Un déficit donc maintenant qui serait à 5,5 voire 5,4 et en fait quand on fait le calcul, alors je vous rassure c'est pas moi qui l'a fait, c'est Thierry Breton qui me l'a soufflé, quand on fait le calcul en fait on n'arrive qu'à 20 milliards. C'est-à-dire que si le déficit est à 5,5, donc ça veut dire qu'il n'y a plus que 20 milliards à trouver. Il y a plus, voilà, c'est-à-dire qu'on est vraiment loin des 60 milliards, on n'est plus qu'à 20 milliards. Je vous rappelle que c'est 110 milliards normalement à trouver dans les années qui viennent. Et puis il y a aussi cette taxe sur les grandes entreprises. Là aussi, les bénéfices, enfin les grandes entreprises, elles ont déjà anticipé, déjà prévu, donc elles ont déjà vidé leurs bénéfices en décembre, ce qui veut dire que le calcul, l'assiette
sera pas du tout les... Donc ce sera beaucoup moins, il y a beaucoup moins de milliards qui vont arriver l'année prochaine. Donc ça, c'est un dégât collatéral de la censure contre Michel Barnier. Exactement. Donc ça veut dire qu'on n'est pas pour le grand soir. Voilà. Le budget de 2025 ne sera pas la révolution. Ouais, on termine là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce premier débat. Richard Verly, votre livre, coécrit avec François d'Alençon, Le bal des illusions, aux éditions Grasset. À très bientôt sur notre plateau.